Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu et je vous l'avais d'ailleurs mentionné dans la vidéo du bilan lecture du mois de mai et aussi dans le vlog dans lequel la roue tirait le nombre de pages aléatoirement que je devais lire par jour. J'ai donc beaucoup lu de fantasy historique et c'est un genre que j'aime particulièrement. C'est un des genres de prédilection, un des genres que j'aime beaucoup lire, découvrir et vers lequel je me tourne assez régulièrement. Le constat étant posé, je me suis demandé déjà ce que c'était cette fantaisie historique, comment on aurait pu essayer de la définir ou tenter de la définir et après comprendre ce que j'aime dedans et aussi vous partager les lectures que j'ai faites dans ce sous-genre de l'imaginaire et les lectures qui me tentent beaucoup. Donc voilà pour le programme de cette vidéo, l'idée étant de mettre l'accent, de s'intéresser particulièrement à un sous-genre de la fantaisie ou plus largement de la littérature de l'imaginaire. Sous-genre qu'on voit peu, en tout cas je trouve, et sous-genre peut-être plus méconnu que certains. On peut penser par exemple à la dystopie, qui est très largement médiatisé, très connu, reconnu, ou alors en science-fiction, tout ce qui est space opéra, planète opéra, là encore des genres qui sont plutôt connus, que j'aime beaucoup l'un comme l'autre, mais là l'idée c'était également de mettre l'accent sur la fantaisie historique parce que j'avais envie de voir aussi vers quel genre de livre je pourrais me tourner, qui en avait écrit et du coup programmer, même si c'est un terme assez fort, mes prochaines lectures. On va découper la vidéo en 4 temps. Premièrement, une tentative de définition de la fantaisie historique, ou devrais-je dire des fantaisies historiques. Un deuxième temps où je vais vous présenter ce que j'aime dedans, ce qui me plaît, ce qui pourrait du coup vous intéresser. Dans un troisième temps, vous parler de mes lectures, à la fois de bonnes lectures comme de moins bonnes lectures. Et quatrième point, ce que je vous disais, les livres qui me tentent beaucoup. J'ai essayé pour la partie 3 et la partie 4 de me restreindre qu'à 3 livres dans chaque partie pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est des choix voilà, qui ont été faits en fonction de mes goûts, de mes attraits, de ce qui m'intéresse, de ce qui était aussi disponible en langue française. J'ai essayé de respecter une sorte de parité. J'ai essayé de diversifier aussi les époques historiques, vu qu'on va parler de fantaisie historique. La dimension historique est importante et j'ai essayé de la diversifier pour qu'il y en ait pour les goûts de tout le monde. Et 3 livres pour pas que cette vidéo ne dure trop longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre meilleure lecture de fantaisie historique ou quel livre vous aimeriez découvrir, qu'il soit dans les 6 livres donc proposés ou pas. Peut-être que j'ai oublié certains livres dans mes recherches. Commençons avant que cette vidéo ne dure trop longtemps. Donc, tentative de définition de la fantaisie historique. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le terme de fantaisie regroupe différentes dimensions, notamment parce que le sens francophone diffère du sens anglophone. Donc déjà, on a un petit peu du mal à approcher ce que peut être cette fantaisie historique parce que un des deux termes est déjà compliqué et dont le sens n'est pas stabilisé. Je me suis inspirée de 2 définitions de 2 auteurs dont on va reparler dans la suite de cette vidéo, à savoir Jean-Laurent Del Socorro et Emmanuel Chastelière, qui sont tous les deux 2 auteurs de fantaisie historique, ou en tout cas qui ont écrit de la fantaisie historique, et ces 2 auteurs francophones. Comme ça, on aura une définition de la fantaisie historique qui soit cohérente avec les définitions de la littérature au sens large francophone, ce qui peut être intéressant, et aussi parce que le contexte francophone est plus facile pour moi à circonscrire, à définir et à m'approprier que le contexte anglophone ou autre qui me semble beaucoup plus lointain, distant et moins abordable, notamment du fait de mon parcours personnel. Donc Jean-Laurent Del Socorro définit la fantaisie historique comme une fantaisie qui prend ouvertement des éléments reconnaissables dans notre histoire. Donc ça, c'est une définition très large, on va essayer de la spécifier. Donc dans cette dimension de la fantaisie historique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs dimensions possibles, qu'il y a plusieurs degrés de fantaisie historique
historiques, et c'est pour ça que je mentionnais qu'on pouvait plutôt parler au pluriel, donc des fantaisies historiques. Donc le premier degré, la première idée qui nous vient en tête quand on parle de fantaisie historique, c'est donc le contexte historique. L'idée étant de s'inspirer d'un contexte historique donné, à une époque donnée, pour baser notre histoire dedans. Exemple, la Rome de Jules César, ou la guerre de Cent Ans, ou l'époque napoléonienne. Une autre manière de faire, un autre degré, c'est plutôt d'aller puiser, et ça j'y reviendrai, dans les légendes et les magies locales qui peuvent en fait s'apparenter à de la fantaisie si on considère que ces légendes, ces magies ont un poids très important dans l'histoire et qu'elles deviennent crédibles, non pas au sens de croire, mais crédibles au sens de plausible dans le schéma narratif que l'on raconte. Et c'est ça en fait qui fait la force de la fantaisie. Fantaisie, là, entendu dans le sens anglo-saxon du terme. Et donc, avec tout ça, Jean-Laurent Del Socorro explique qu'il y a plutôt un spectre de définition de la fantaisie historique ou des fantaisies historiques, avec le niveau le plus faible qui est simplement un décor. Donc le décor reste une période historique donnée ou un moment historique clé, reconnaissable plus ou moins, mais on a une variation, on a des changements sur tout le reste. Exemple, on peut avoir des orques dans la cour de Louis XIV, on peut avoir de la magie à telle époque, voilà. Bref, on peut imaginer plein de choses. Donc ça serait un petit peu le spectre de la low fantasy historique, ou en tout cas d'une fiction historique, que j'y reviendrai plus tard. Et de l'autre côté du spectre, on a ce qu'il appelle de l'historique fantasy. Et donc il fait la distinction entre fantasy historique et historique fantasy. Et lui, donc Jean-Laurent Del Socorro, revendique et veut inscrire ses œuvres dans l'historique fantasy. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que là, on n'a pas de distorsion des éléments historiques, mais il y a un rajout d'une partie de fantasy qui reste légère. Et cette fantasy ne va pas interférer avec le cours de l'histoire. Voilà un peu pour le spectre, en fait, du coup, le pluriel est vraiment important. Fantasy historique, avec notamment l'historique fantasy prôné par Jean-Laurent Del Socorro. Emmanuel Chastelière, lui, dans cette idée de spectre, va vouloir distinguer, pour approcher la notion de fantaisie historique, va vouloir la distinguer de deux autres notions qui sont pour moi importantes à noter. Et en fait, c'est par le non-rassemblement de diverses œuvres de fiction qu'on va pouvoir en fait définir la fantaisie historique. C'est non pas en ajoutant des éléments, mais en fait en circonscrivant ce qu'est la fantaisie historique, en rejetant entre guillemets les autres œuvres, qu'on va pouvoir comprendre ce qui fait l'essence de ce sous-genre de la littérature de l'imaginaire. Et donc Emmanuel Chastelière distingue la fantaisie historique de ce qu'il nomme la fiction historique. Donc là, le cadre est forcément historique. On a un cadre très fortement corrélé à l'histoire avec un grand H, mais c'est pas forcément réaliste. Et il distingue aussi la fantaisie historique du roman historique, où là on est plus respectueux de l'histoire. Par exemple, dans ce fameux vlog dont je vous parlais, La sœur à la perle de Lucinda Riley est ou se veut un roman historique. On a une base historique qui est recherchée, qui est au centre de l'histoire et qui se veut la plus fidèle possible à ce qui existait réellement. Autre point de distinction importante que font ces deux auteurs, c'est de distinguer la fantaisie historique ou les fantaisies historiques de l'Uchronie. L'idée, c'est que si on distord trop l'histoire qui est au cœur, ou en tout cas qui sert de cadre à la fantaisie historique, on pourrait arriver à l'Uchronie. Là, l'Uchronie, c'est vraiment, on a dévié de l'histoire. L'exemple le plus connu, c'est le livre dont je vous remettrai le titre à l'image, dans lequel, en fait, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on est vraiment dans une œuvre d'Uchronie. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous avez réussi à mieux appréhender ce qu'était la fantaisie historique, ou encore une fois, les fantaisies historiques. Et donc, pourquoi moi j'aime ce sous-genre de l'imaginaire. Plusieurs raisons à ça, évidemment. Première raison, c'est la dimension historique. Évidemment,
vu l'ampleur qu'elle prend dans ce type de lecture. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les sagas abandonnées. J'aime vraiment beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup lire des livres à caractère historique et je vous avais expliqué d'ailleurs dans cette vidéo que j'avais évolué, que j'avais changé. J'ai lisé beaucoup de fiction historique ou de romans historiques et que de plus en plus je lisais de la fantaisie historique, mais que dans ce glissement, même s'il y avait l'ajout de la notion de fantaisie, en fait ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette dimension historique très présente. Donc voilà pour la première raison. Donc cette appétence pour l'histoire que j'ai développée depuis longtemps, à la fois en tant que lectrice, à la fois avec mon parcours personnel hors de la lecture, mais aussi par sa dimension très citoyenne, font que je me tourne vers ces lectures-là. Deuxième raison qui va clairement dans la suite logique de ce que j'étais en train de développer, c'est l'apport de la fantaisie à ces romans, à ces fictions, et donc le décalage que progressivement j'ai fait entre les romans historiques et la fantaisie historique. Dans cette grande raison, la première justification que je vais avancer est pour le coup très personnelle, mais je trouve que les récits de fantaisie historique sont plus intéressants que les récits historiques. En fait, je trouve que l'apport de la fantaisie va rendre plus intéressant les histoires parce qu'en fait elles sont moins stéréotypées, moins prévisibles et très souvent quand on lit des romans historiques où en fait c'est le personnage du présent qui par un moyen va trouver ses ancêtres et qu'on a deux temporalités comme ça qui sont narrées et mises en relation, en symétrie, je trouve que les moyens qui sont employés pour arriver à ce point-là sont toujours très compliqués ou peu crédibles ou en fait farfelus et voilà, vraiment l'idée de moins crédible. Deuxième justification, je trouve qu'en lisant de la fantaisie historique, peut-être encore une fois c'est très personnel, mais comme je rattache ça à de la fantaisie et donc à de la lecture de l'imaginaire, pour moi je me pose moins la question de la fiabilité historique. En fait je sais qu'il y a une dose de distorsion historique induite par la fantaisie et je me pose moins la question de savoir à quel point c'est vrai. Et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo toujours sur les sagas abandonnées, notamment avec les livres de Christian Jacques que j'avais beaucoup lus adolescente. En fait, le rapport à la fiabilité historique n'est plus une question que je trouve si importante, si au cœur de la fantaisie historique. Mais peut-être qu'encore une fois, c'est personnel et c'est une mauvaise connaissance de la fantaisie historique. Je ne dis pas que les auteurs qui écrivent de la fantaisie historique ne font pas du tout de recherche historique approfondie. Loin de là, et c'est d'ailleurs ce que disait Jean-Laurent Del Socorro, il travaillait énormément les textes historiques, les sources, etc. dans un travail assez proche de ce que pourrait faire un historien avec la méthode scientifique en moins bien évidemment. Et donc il y a quand même une volonté, en tout cas chez certains auteurs, autrices, de se rapprocher d'une fiabilité historique, mais l'ajout de la fantaisie fait que moi en tant que lectrice je me pose moins cette question. J'espère que c'est plutôt clair ce que je raconte. Et troisième élément qui m'intéresse beaucoup dans la fantaisie historique et qui est en fait présent dès la définition de ce qu'est la fantaisie historique, c'est l'idée que cette dimension fantaisie qui peut paraître farfelue, qui peut paraître pour le coup très éloignée de nos réalités, très imaginée, peu crédible en fait, et je trouve très liée à nos imaginaires sans que l'on s'en rende forcément compte. En fait, elle est liée à nos croyances, à nos mythes, à nos superstitions, à nos légendes, à nos magies, croyances, etc. Et je vous l'avais déjà dit dans les spectres possibles de la fantaisie historique. Et en fait, je trouve que ça nous permet de nous rendre compte que la fantaisie, qui est a priori très éloignée de nous, n'est en fait pas tant éloignée que ça de nos sociétés. Et elle va nous permettre de nous interroger, de questionner nos normes culturelles et surtout la prégnance de cette rationalité dans nos sociétés. En fait, on met en avant l'idée que la rationalité est une valeur sacro-sainte dans nos sociétés. Et donc la fantaisie, comme c'est pas rationnel, on va mettre ça à distance, c'est de l'imaginaire, c'est moins légitime. Or, dans la fantaisie historique, on se rend compte en fait que on va puiser dans tout ce qui fait nos normes culturelles, peut-être moins communément admises, moins communément acceptées, légitimées, mais elles existent en fait. Que ça soit la religion, que ça soit des mythes, des croyances, on va en reparler, mais des textes qui ont circulé jusqu'à nous, que ce soit dans notre manière de
concevoir des éléments historiques, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que de prime abord, on a l'idée d'une opposition entre cette rationalité et cette fantaisie qui serait imagée, imaginaire, totalement loin de notre conception de la réalité. Et en fait, le rapprochement en fantaisie historique nous montre d'une manière détournée qu'en fait cette rationalité n'est pas si évidente et surtout que la fantaisie n'est pas si éloignée que ça de certaines normes culturelles que l'on peut avoir ou avoir eu. Donc voilà ce qui m'intéresse dans la fantaisie historique et si vous n'en lisez pas, ce qui pourrait vous intéresser. Et donc on arrive à la partie 3 de cette vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter 3 livres qui ont un peu marqué mon parcours de fantaisie historique. Alors c'est des livres dont vous avez peut-être vu passer sur ma chaîne, pour certains il n'y a pas très longtemps. Un livre pour le coup que j'ai pas aimé mais que je trouve très intéressant de vous présenter pour un peu élargir le champ des possibles. Le premier livre que je voudrais vous présenter, il s'agit donc de Köchiel de Jacqueline Carré, que j'adore. Donc le résumé: Phèdre Naudolonnais est la courtisane la plus convoitée de Terre d'Ange. La tache vermillon qui brille dans son œil gauche est le signe d'un don très rare, perfectionné dès son enfance sous la tutelle du noble Anafiel Delaunay, celui d'éprouver du plaisir dans la souffrance. Grâce à lui, elle recueille pour la couronne les confidences des membres des grandes maisons du Parlement, des descendants d'Élua et de bien d'autres puissants du royaume. Lorsqu'elle découvre qu'un complot menace sa patrie, elle n'a d'autre choix que de passer à l'action. Donc dans ce livre, vraiment les points forts de pourquoi du coup je vous le conseille et pourquoi j'ai bien aimé. Notons que c'est la première trilogie dans cet univers et qu'il y a 3 trilogies, donc si vous aimez ça, il y a de quoi faire. Alors moi tout d'abord, ce que j'adore, c'est le contexte historique. Je vous en ai beaucoup parlé, mais là on va s'inspirer de l'histoire européenne en tant qu'entité géographique, avec un petit peu les relations qu'elle peut avoir avec ses voisins, notamment africains et d'Asie. Donc le contexte historique avec plutôt une Europe où on flirte entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'autre point fort, c'est les personnages féminins qui sont très intéressants, avec une galerie de personnages féminins, et vraiment c'est un des rares livres où on a autant de femmes intéressantes et différentes dans leurs approches, dans leurs motivations, dans leur manière de faire, dans leur stratégie, dans leurs relations, et je trouve ça très intéressant. Et le troisième point fort quand même de cette trilogie, c'est la manière de narrer le sexe qui est quand même au cœur de l'histoire. Vu que Phèdre est une courtisane, on va la payer pour avoir des rapports sexuels avec elle, et d'autant plus des pratiques qui relèveraient du sadomasochisme, vu qu'elle prend beaucoup de plaisir dans la souffrance, et notamment la souffrance sexuelle. Et donc il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont très bien écrites, notamment du point de vue du plaisir féminin, et ce qui est aussi très intéressant, c'est la manière de narrer le consentement. Le consentement est au cœur de tout, au cœur des relations de Phèdre, mais aussi au cœur du fonctionnement politique de Terre d'Ange, donc le pays qui représenterait la France. Et le consentement est tellement fort que c'est une valeur centrale, et il y a beaucoup de scènes dans lesquelles on a des personnages qui vont échanger leur consentement, et le consentement c'est rendu de manière très sexy, ça n'est pas à opposer à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une idée de sexy. Donc voilà pour les points forts de ce livre qui est vraiment très bien. Tome 1 excellent, tome 2 très bien, tome 3 un peu plus décevant et très noir, attention au trigger warning dans le tome 3. Autre livre que j'ai adoré, et j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, surtout récemment, il s'agit de Pallas de Marine Carteron, ici le tome 1 qui s'appelle Dans le ventre de Troie. Encore un livre écrit par une autrice, et en plus une autrice française. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est la période historique, c'est l'Antiquité, les mythes de l'Antiquité qui sont revisités, le polythéisme grec, l'Odyssée, l'Iliade, tous ces grands textes fondateurs qui sont revisités. C'est une période que moi j'aime vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup étudiée, et je trouve ça très intéressant de les revoir en littérature, d'autant plus dans une perspective féministe, avec, et c'est le deuxième point fort de cette trilogie, c'est la présence des femmes qui sont multiples, variées, avec des déesses, des reines, des grandes prêtresses, mais aussi des femmes du peuple. Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir cette galerie de personnages féminins à toutes les strates de la société, surtout troyenne. D'autant plus, et ça, gros
point fort pour Marine Carteron, qu'elle leur rend leur agentivité. Les femmes ne sont pas juste passives, réceptacles de l'histoire et des actions des hommes, elles sont actrices, partie prenante de cette histoire, et notamment Athéna, et on se rend compte des stratégies qu'elle met en œuvre qui vont en fait façonner le cours de l'histoire. Et c'est tellement bien écrit. Vraiment, la plume de Marine Carteron, c'est un régal. Autre point aussi très intéressant dans cette dimension de fantaisie historique et je vous disais de fiabilité historique, Marine Carteron, à la fin de ses ouvrages, met des notes d'histoire. En fait, elle explique pour chaque champ ce qu'elle a modifié par rapport au texte et donc aux sources qui nous restent, ce qu'elle a inventé par manque de sources et où elle a trouvé surtout les éléments dont elle s'inspire. Donc déjà, je trouve ça très intéressant. On se rapproche d'une méthode de l'historien ou de l'historienne et surtout, elle nous explique que quand elle invente les éléments dont elle a besoin pour son histoire, comment elle le fait et dans quelle optique. Et notamment, en fait, il manque beaucoup de sources sur les actions des femmes. Voilà, l'histoire a été écrite pour et par les hommes. Elle explique que par moment, elle utilise son regard de femme du XXIe siècle française pour combler les trous. Et en fait, c'est aussi crédible par moment que des femmes ont pu faire ça dès l'Antiquité. Donc je trouve ça vraiment intéressant pour tout ce qui est donc questionnement autour de la fiabilité historique. Troisième ouvrage aussi qui est une trilogie, il s'agit de L'ours et du rossignol, également écrite par une autrice. Là, moi, j'ai pas aimé. Alors, pour resituer, on est en Russie au XVIIe siècle et on va suivre une jeune fille dans son apprentissage et elle va aller à la cour du tsar. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, j'ai lu ça il y a plusieurs années. Ça ne m'a pas convaincue du tout. L'histoire, je ne l'ai pas trouvée très intéressante. L'autrice reprend les codes des romans historiques où les personnages ont plein de noms et de surnoms qui donnent un aspect un peu fouillis, un peu compliqué pour s'y retrouver. Et la Russie, moi je suis pas forcément très fan de ce contexte historique là. Mais pourquoi je vous le présente dans cette vidéo? Parce que on sort de la période historique que moi j'aime bien, à savoir notamment l'Antiquité. Et donc ça peut être intéressant aussi pour vous d'aller découvrir d'autres textes et d'autres époques en fantaisie historique. Aussi parce que c'est écrit par une femme et que c'est une trilogie que je vois énormément passer sur les réseaux sociaux avec des très bons retours, donc peut-être que pour vous ça le fera. Et je trouve ça intéressant de suivre en fait une jeune femme là aussi et d'avoir cette dimension, en tout cas essayer d'avoir une dimension plutôt féministe dans ses écrits. Et je vous ai présenté 3 autrices et en fait dans les 3 livres que je voudrais lire en priorité en fantaisie historique, c'est 3 livres écrits par des hommes, ça me chagrine un peu. J'aurais pu mettre les textes de Guy Gabriel qui est auteur canadien et considéré comme le maître dans le genre. Il y a beaucoup de livres qui m'ont intéressée parce qu'il y a pas mal de ces livres qui se passent pendant la Reconquista espagnole, mais je me suis dit que j'allais faire un petit peu plus original et vous parler d'autres auteurs. Alors le premier livre que je voudrais lire, et je pense que ça va pas tarder, c'est Roma Aeternae de Robert Silverberg pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est avec cet auteur, Robert Silverberg, que j'ai découvert la science-fiction. J'ai lu beaucoup de ses livres, de ses one-shots que j'ai tous adoré, vraiment. J'en ai lu une dizaine et je les ai vraiment aimés et c'est ça qui m'a lancée dans la science-fiction. J'ai lu aussi sa trilogie de fantasy Chronique de Majipour, je sais pas comment ça se prononce, que j'ai vraiment pas aimé et que j'ai fini, pour dire, de la terminer. Mais donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour ce qui est la SFFF au sens large. Et donc quand j'ai vu qu'il avait fait un livre de fantasy historique, je me suis dit, bingo, je veux lire ça. Et donc on est dans un livre de fantasy historique qui se rapproche très fortement de l'Uchronie. En fait, on est à la frontière entre les deux genres, puisqu'on va suivre l'Empire romain qui n'a pas chuté, qui n'a pas disparu, mais qui s'étend encore aujourd'hui à une bonne partie de l'Europe. Et on va suivre plusieurs personnages à différentes époques. Il faut savoir, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, que c'est une période historique qui m'intéresse beaucoup. Et donc tout ça combiné fait que j'ai vraiment qu'une hâte d'aller découvrir ce livre. Le deuxième livre que j'ai envie de découvrir, et forcément il s'agit donc d'un livre de Jean-Laurent Del Socorro, et moi dans ma palle j'avais Boudica dont je vous avais déjà parlé. Autant lire un auteur incontournable
incontournable dans le genre. Un auteur en plus donc qui m'a beaucoup servi pour préparer cette vidéo, et il parle de Boudica dans l'interview et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, Boudica, c'est une princesse celte et on est au moment où la Gaule est tombée aux mains des Romains, et les Romains veulent du coup soumettre l'île de Bretagne qui va devenir l'Angleterre, et Boudica va unir les forces celtes pour essayer de repousser, je sais pas si elle y arrive, les envahisseurs romains. Donc encore une fois, même époque historique que j'aime beaucoup. Jean-Laurent Del Socorro, le maître français peut-être dans ce sous-genre qui est la fantaisie historique, personnage féminin central. A priori, il a expliqué qu'il essayait de faire un livre féministe. Voilà, on a tous les ingrédients qui font que j'ai envie de le lire, d'autant plus qu'il est dans ma palle et qu'il faudrait que je le sorte. Et troisième livre du coup qui m'a donné envie, alors que je connaissais mais que je ne savais pas qu'il se rangeait dans ce sous-genre. Il s'agit de Imlis du coup d'Emmanuel Chastelière, pareil que j'ai mentionné au début de cette vidéo. Auteur français, contexte historique qui m'intéresse, Carthage pendant l'Antiquité. Ça fait partie de ces livres que je mets dans ma wishlist en me disant bientôt, un jour peut-être. Et là je me dis c'est le moment, parce que franchement, dans cette manière qu'il avait de parler de la fantaisie historique, ça m'a beaucoup intéressée, de comment il a créé ce livre-là et comment il a écrit. J'avais envie, et encore une fois, auteur français, et ça m'intéresse aussi, surtout maison d'édition plutôt petite, donc encore un argument intéressant. Voilà, je sais qu'il y en a plein d'autres. Ce qui m'intéressait dans ce que j'avais envie de lire, c'est que c'était 3 one-shots. Donc comment on va pas avancer ou débuter des nouvelles sagas, ça c'était aussi intéressant. Et ça faisait le parallèle avec ce que moi je vous avais présenté dans les livres que j'avais lus, qui étaient essentiellement des sagas et plutôt longues en plus pour certaines. On arrive donc à ma conclusion. J'espère que ce type de vidéo focus sur un genre de la littérature vous aura plu, parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant d'aller me renseigner, d'apprendre des choses et de mettre en relation différents livres, en même temps de les classer, mais de voir aussi leur diversité, de voir que dans un genre que j'aimais beaucoup, il y avait des livres qui me touchaient plus ou moins. Donc voilà, j'espère que ça aura été aussi très intéressant pour vous et instructif, je l'espère en tout cas. Comme toujours, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites de bonnes lectures. Au revoir.